Voix du passé, l'énigme du temple du savoir. Bienvenue, voyageurs du temps, dans la cité d'Alexandrie, joyau du monde antique. Je suis Ératosthène de Cyrène, né en l'an 276 avant notre ère, sous le ciel lumineux de la Libye antique. Mathématicien, géographe, astronome et philosophe, j'ai consacré ma vie à la soif de connaître et de comprendre le monde qui nous entoure. En tant que directeur de la grande bibliothèque d'Alexandrie, j'ai eu l'honneur de veiller sur l'une des plus vastes étendues de savoir jamais rassemblées sous un même toit. Ici, entouré par des centaines de milliers de rouleaux de papyrus, j'ai étudié les cieux, calculé la circonférence de notre Terre avec une précision qui défierait les siècles, et créé la première carte du monde en me fondant sur les principes de la géographie que vous comprenez à peine aujourd'hui. Ma passion pour la connaissance est mon héritage. À travers mes œuvres et découvertes, je vous guide dans ce labyrinthe de savoir et de mystère, vous invitant à regarder au-delà des étoiles et à poser le pied sur le chemin de la découverte. Laissez-moi vous emmener dans un voyage à travers le temps et l'espace, où chaque question trouvée conduit à de nouvelles énigmes, et où le savoir est l'aventure ultime. Jadis, ces murs abritaient les plus grands trésors de la connaissance humaine. Aujourd'hui, je vous invite à explorer avec moi ce qui fut et ce qui aurait pu être. Imaginez des milliers de rouleaux de papyrus, des textes rares, des cartes du monde connu. Mais, quels secrets ces textes recelaient-ils? Quelles connaissances avons-nous perdues? Et, si ces textes avaient survécu, comment notre monde serait-il différent aujourd'hui? Comment une telle merveille a-t-elle pu disparaître? Incendie, conquête, négligence? Le mystère demeure. Je me tiens parmi les ruines de ce qui fut autrefois la grande bibliothèque d'Alexandrie, un phare de savoir dans le monde antique. Cette question me hante, comment un tel trésor de connaissances a-t-il pu être anéanti? La première théorie suggère un incendie dévastateur. Certains racontent que c'est Jules César lui-même, lors du siège d'Alexandrie en 48 avant notre ère, qui a accidentellement déclenché l'incendie qui a ravagé une partie de la bibliothèque. Les flammes, telles des serpents voraces, auraient consommé des milliers de rouleaux, des œuvres irremplaçables, réduisant en cendres des siècles de sagesse. D'autres évoquent les conquêtes successives. Des noms comme celui d'Aurélien, lors de sa reconquête d'Alexandrie au IIIe siècle, ou encore des conquérants arabes au VIIe siècle. Chaque conquérant, apportant avec lui sa propre vision du monde, aurait vu dans la bibliothèque un symbole d'un ancien régime à détruire, une menace à leur propre culture ou religion. Enfin, il y a ceux qui croient que la bibliothèque est tombée non pas à cause d'un acte unique et catastrophique, mais plutôt en raison d'une longue période de négligence. Le déclin progressif d'Alexandrie, le manque de financement, et l'érosion du soutien institutionnel auraient lentement étouffé cette once de lumière de la connaissance. Chaque théorie ouvre la porte à une multitude de questions. Quels écrits inestimables avons-nous perdus? Quelles connaissances auraient pu façonner notre monde moderne d'une manière totalement différente? Je vous invite à contempler ces scénarios, à réfléchir à l'impact monumental de cette perte et à ce que cela signifie pour notre compréhension de l'histoire, de la connaissance et de la culture. Parmi les œuvres perdues, imaginez celle d'Aristote, d'Ératosthène, moi-même, votre humble guide dans ce voyage en temps. Que contenait-elle? Quel secret de l'univers aurait-il pu révéler? Malgré sa disparition, la bibliothèque d'Alexandrie vit toujours dans votre quête incessante de connaissances. Aujourd'hui, vous continuez de construire sur les fondations de ce rêve ancien. Mais, la question demeure, que ferez-vous de ce savoir? Je vous invite à réfléchir à l'importance de cet héritage culturel et intellectuel. Le savoir est un bien précieux, mais son utilisation et sa préservation sont des choix qui vous incombent à tous. Dans un monde dans lequel l'information est plus accessible que jamais, vous avez la responsabilité de cultiver la sagesse, de défendre la vérité et de transmettre votre héritage aux générations futures. Les origines de la bibliothèque d'Alexandrie. Laissez-moi vous emmener à l'aube de la grande bibliothèque d'Alexandrie. Son histoire commence grâce à un rêve, celui de Ptolémée Ier Sotée, un des généraux d'Alexandre le Grand. Après la disparition d'Alexandre le Grand en 323 avant notre ère, le monde qu'il avait conquis se fragmenta, laissant ses généraux se disputer son héritage. Parmi eux, Ptolémée, un stratège aussi ambitieux qu'éclairé,
s'empara de l'Égypte. En 305 avant notre ère, il se couronna Ptolémée Ier Sotée, et se lança dans une quête audacieuse, transformer Alexandrie, cette perle du Nil, en un phare de la culture hellénistique, destinée à éclipser même la renommée d'Athènes. En 288 avant notre ère, le destin fit converger la vie de Ptolémée avec celle de Démétrio de Phalère, un homme d'État et érudit athénien, disciple d'Aristote et ancien gouverneur d'Athènes. Exilé, Démétrio trouva refuge sous le ciel clément d'Alexandrie. Imprégné de la sagesse de son maître Aristote, Démétrio partagea avec Ptolémée une vision audacieuse, bâtir un temple du savoir, une bibliothèque sans égale, où seraient rassemblées toutes les connaissances de l'humanité, un rêve grandiose qui allait bientôt prendre forme sous le soleil égyptien. Inspiré par le désir de créer un centre de savoir sans égal, Ptolémée, avec l'aide de son conseiller Démétrio de Phalère, a jeté les fondations de ce qui allait devenir le plus grand carrefour intellectuel du monde antique. Située au cœur de la brillante Alexandrie, la bibliothèque était plus qu'un simple dépôt de livres. C'était une université, un centre de recherche, un foyer pour les plus grands esprits de l'époque. Des savants de toutes disciplines y convergeaient, attirés par la promesse de découverte et de dialogue. Mais, quelle était la véritable nature de ce lieu? Comment était-il organisé? Et, surtout, quel trésor renfermait-il? Je vous invite à explorer l'intérieur de la grande bibliothèque. Imaginez un vaste hall rempli de colonnes majestueuses, où chaque pas résonne sur le marbre. Les étagères, s'étendant à perte de vue, sont chargées de rouleaux de papyrus et de parchemins, témoignages des connaissances accumulées par l'humanité. La bibliothèque n'était pas seulement un sanctuaire du savoir, mais également un creuset de culture. Ici, des textes de toute la Méditerranée étaient collectés, traduits et étudiés. Des œuvres en grec, en égyptien, en perse, en indien, et bien d'autres langues cohabitaient, formant un dialogue culturel unique en son genre. En qualité de bibliothécaire en chef, j'ai eu l'immense privilège de superviser cette collection, veillant à son expansion et à sa préservation. Mais, comment choisissait-on les textes? Quels critères guidaient la sélection de ce qui était digne d'être conservé pour la postérité? J'avais une vision claire pour la bibliothèque, rassembler le savoir universel. Mais, comment déterminer quels écrits méritaient une place dans cette collection sans précédent? Les méthodes de sélection étaient en même temps vastes et rigoureuses. Un critère clé était l'importance culturelle et scientifique d'un texte. Des œuvres couvrant la philosophie, la science, la médecine, l'histoire, la littérature, et bien plus, étaient avidement recherchées. La bibliothèque d'Alexandrie ne se contentait pas de stocker des informations, elle cherchait à rassembler la somme totale du savoir humain, de l'astronomie à la zoologie. Un autre critère était la diversité linguistique et géographique. La bibliothèque aspirait à représenter le savoir de toutes les cultures connues. Les dirigeants ptolémaïques étaient passionnés par l'acquisition de textes, non seulement en grec, mais encore dans d'autres langues, reflétant leur ambition de centraliser le savoir mondial. Les textes rares et uniques étaient particulièrement valorisés. Des manuscrits exceptionnels ou des versions originales d'œuvres de renom étaient activement recherchés. La quête de textes singuliers était une obsession pour les bibliothécaires d'Alexandrie, chacun d'eux étant considéré comme un trésor inestimable. Par ailleurs, les contributions d'érudits et d'auteurs contemporains jouaient un rôle crucial. La bibliothèque était un lieu vivant d'échange intellectuel. La bibliothèque d'Alexandrie n'était pas uniquement un réceptacle du savoir, c'était aussi un incubateur d'idées nouvelles, alimenté par les contributions d'érudits de renom de l'époque. Ces critères reflétaient notre ambition de faire d'Alexandrie le cœur battant du monde intellectuel. Chaque texte choisi était un fil dans la vaste tapisserie du savoir humain, tissé ensemble dans les murs de notre grande bibliothèque. Ptolémée II Philadelphe, successeur de Ptolémée Ier, a grandement contribué à l'essor de la bibliothèque. Sous son règne, Alexandrie est devenue le phare du monde grec, attirant savants, poètes et philosophes. L'objectif était clair, faire d'Alexandrie le centre du savoir mondial. Dans le règne de Ptolémée III Évergète, qui prit le sceptre d'Égypte de 246 à 221 avant notre ère, un nouvel et ingénieux chapitre s'ouvrit dans l'histoire de notre bibliothèque. Sous son règne, la soif de savoir d'Alexandrie atteignit de nouveaux sommets. La bibliothèque, déjà riche, s'enrichit encore grâce à une politique astucieuse. Chaque navire accostant dans le port d'Alexandrie, ce carrefour cosmopolite de la Méditerranée, était soumis à une inspection singulière. Non pas en quête de contrebande ou de trésors cachés, mais de livres.
les manuscrits trouvés à bord étaient immédiatement emportés à la bibliothèque. Là, nos scribes les plus habiles s'attelaient à la tâche de les copier avec une précision méticuleuse. Une fois la copie achevée, cette dernière était rendue au propriétaire du navire, tandis que l'original trouvait sa place sur nos étagères, un trésor de plus dans notre collection en constante expansion. Cet acte, qui pourrait paraître audacieux, était en réalité guidé par une vision, celle de faire d'Alexandrie le cœur battant du savoir mondial. Chaque livre ainsi acquis était un portail vers une autre culture, une autre pensée, enrichissant le dialogue intellectuel qui faisait vibrer les murs de notre vénérable institution. Après l'ère de Ptolémée III, la flamme du mécénat pour notre glorieuse bibliothèque fut entretenue par ses successeurs. Sous Ptolémée IV, qui régna de 221 à 205 avant notre ère, la quête de livres et de savoir se poursuivit avec un zèle renouvelé. Puis vinrent Ptolémée V et Ptolémée VI, dont les règnes s'étendirent de 204 à 180 et de 180 à 164, puis de 163 à 145 avant notre ère. Leur passion pour l'enrichissement de la bibliothèque était si intense, si insatiable, qu'elle fit naître une vague d'inquiétude parmi les érudits de la Méditerranée. Craignant que leurs précieuses collections privées ne soient pas absorbées par notre insatiable appétit pour le savoir, certains commencèrent à dissimuler leurs propres trésors littéraires. Cependant, c'est sous le règne de Ptolémée V que se joua un acte de rivalité qui allait, par un tour du destin, bouleverser le monde de l'écriture. Dans sa quête pour assurer la suprématie culturelle d'Alexandrie, et en particulier pour éclipser la renommée montante de la bibliothèque de Pergame, Ptolémée V prit une décision audacieuse, interdire l'exportation de papyrus, cette ressource vitale pour la production de livres. Ce geste, visant à affaiblir la concurrence, eut un effet inattendu. Les ingénieux de Pergame, privés de papyrus, se tournèrent vers une autre forme de support d'écriture, le parchemin. Cette innovation allait, non seulement sauver leur bibliothèque de l'obscurité, mais encore révolutionner la manière dont les livres étaient produits et conservés. Ainsi, la décision de Ptolémée V, visant à conserver l'hégémonie culturelle d'Alexandrie, a, dans un retournement ironique du destin, catalysé une avancée majeure dans le domaine de la conservation des connaissances. Privée de papyrus, la bibliothèque rivale de Pergame, située en Asie mineure, se trouva face à un défi crucial. Mais, c'est dans l'adversité que se révèlent souvent les plus grandes innovations. La bibliothèque de Pergame, bien que moins connue que son homologue alexandrine, était en elle-même un centre d'érudition et de savoir d'une grande importance. Fondée au IIIe siècle avant notre ère par les Attalides, souverains de Pergame, elle visait à rivaliser avec la grandeur d'Alexandrie. Avec ses hauts portiques et ses salles remplies de textes précieux, elle était le joyau culturel de la cité. Sous le règne d'Eumène II, de 197 à 159 avant Jésus-Christ, la bibliothèque de Pergame connut une période de croissance remarquable. Eumène, passionné par les arts et les lettres, aspirait à faire de sa bibliothèque la plus grande du monde hellénistique. Des scribes, des érudits et des artistes étaient invités des quatre coins du monde connu pour enrichir ses collections et partager leur savoir. Face à l'embargo sur le papyrus imposé par Ptolémée V, les responsables de la bibliothèque de Pergame développèrent une alternative révolutionnaire, le parchemin. Fabriqué à partir de peaux d'animaux soigneusement traités, le parchemin se révéla plus durable et versatile que le fragile papyrus. Cette innovation permit non seulement à la bibliothèque de Pergame de poursuivre son expansion, mais elle changea également la manière dont les livres étaient produits et conservés pour les siècles à venir. La rivalité entre Alexandrie et Pergame, bien que centrée sur la suprématie culturelle, a ainsi conduit à des avancées significatives dans le domaine de la préservation du savoir. Cet épisode est un témoignage éloquent de la manière dont la compétition intellectuelle peut engendrer des progrès inattendus et durables. Par conséquent, les actes de rivalité entre Alexandrie et Pergame ont façonné, de manière surprenante, l'avenir de la conservation des connaissances. Mais, cette compétition ne se limitait certes à l'innovation technique. Elle était aussi un reflet de la soif de prestige culturel et intellectuel qui animait les royaumes hellénistiques. Nous allons maintenant nous plonger dans un nouveau chapitre de cette histoire fascinante, un chapitre que j'aimerais intituler « L'âge d'or de la rivalité intellectuelle ». L'âge d'or de la rivalité intellectuelle. Le conflit culturel entre Alexandrie et Pergame était bien plus qu'une simple querelle pour la suprématie des bibliothèques. C'était une lutte pour devenir le centre du monde hellénistique, un lieu où les esprits les plus brillants de l'époque se réunissaient pour écrire, penser et débattre. La bibliothèque d'Alexandrie, avec sa collection incomparable et ses érudits de renom, avait longtemps été considérée comme le centre incontesté du savoir. Mais, la montée en puissance de Pergame,
avec son innovation du parchemin et son ambition de rassembler une collection rivalisant avec celle d'Alexandrie, a commencé à changer la donne. Alors que le IIe siècle avant notre ère se déployait sous les cieux de la Méditerranée, un nouvel acteur monta sur la scène du monde hellénistique, Eumène II, souverain de Pergame. Avec une vision ambitieuse et un esprit éclairé, Eumène fonda la bibliothèque de Pergame, insufflant une nouvelle énergie dans la rivalité intellectuelle avec Alexandrie. Cette institution naissante, loin d'être une simple réplique de son homologue égyptienne, devint rapidement un phare de savoir et un symbole de la montée en puissance de Pergame. Pendant ce temps, à Alexandrie, les Ptolémées, autrefois protecteurs infatigables de la culture et des arts, commençaient à montrer des signes de décadence. Les luttes de pouvoir et les conflits internes menaçaient de saper l'héritage culturel qu'ils avaient si ardemment bâti. Cette période de turbulence aurait pu marquer le déclin de la bibliothèque d'Alexandrie, mais l'histoire prit un autre tournant. C'est à cette époque que fut créée une annexe à la bibliothèque principale, nichée dans les murs sacrés du Sérapéum d'Alexandrie. Ce temple, dédié à Sérapis, dieu de la guérison et protecteur du savoir, accueillit une bibliothèque-fille, un sanctuaire additionnel du savoir. Avec ses 42 800 rouleaux soigneusement catalogués, cette annexe n'était pas seulement un refuge pour les érudits, mais également un havre pour les lecteurs ordinaires, avides de découvrir les richesses de la littérature et de la science. Dans ce contexte, une véritable course au trésor littéraire s'est engagée. Les rois de Pergame, tout comme les Ptolémées, envoyèrent des agents à travers le monde connu en quête de textes rares et précieux. Cette quête n'était pas seulement motivée par la soif de connaissance, mais également par le désir de prestige et de pouvoir culturel. Cette rivalité avait par ailleurs des implications politiques et culturelles profondes. Le prestige d'une grande bibliothèque reflétait la puissance et la sophistication d'un royaume. Pour les souverains de l'époque, investir dans la culture et le savoir était un moyen d'affirmer leur légitimité et leur influence. Dans l'atmosphère déjà chargée de la rivalité intellectuelle du IIe siècle avant notre ère, le règne de Ptolémée V en Égypte marque un tournant décisif. Les tensions entre lui et son contemporain, Eumène II, roi de Pergame, s'intensifient, alimentées par la compétition féroce entre leurs prestigieuses bibliothèques. Le papyrus, cette matière première essentielle à la fabrication des rouleaux de livres, devient l'objet central de cette lutte de pouvoir. En effet, Ptolémée V, dans un geste audacieux, décide d'arrêter les exportations de papyrus vers Pergame, cherchant à affaiblir sa rivale. Face à cette manœuvre stratégique, les Pergamiens, loin de se laisser déstabiliser, se tournent vers une alternative ingénieuse, le parchemin. Fabriqué à partir de peaux de jeunes animaux, ce nouveau support d'écriture se révèle plus robuste et durable que le papyrus, bien qu'il soit plus coûteux. Cette innovation n'est pas seulement une réponse à une crise matérielle, elle marque un progrès significatif dans l'art de la préservation des écrits. La rivalité s'étend également à la possession de textes rares et précieux. Un épisode marquant de cette compétition est l'acquisition par Pergame d'une nouvelle Philippique de Démosthène, un orateur de renom et homme politique athénien du IVe siècle avant notre ère. Cette découverte provoque une vive controverse, car les érudits d'Alexandrie, pensionnaires du musée de grande renommée d'Alexandrie, un centre de recherche et d'apprentissage lié à la bibliothèque, affirment que le texte en question est déjà contenu dans le 7e livre des Histoires philippiques d'Anaximène de Lampsaque, un historien grec. Luciano Canfora, un érudit moderne, souligne que cet incident révèle l'intensité du conflit entre les deux bibliothèques, qui n'hésitaient pas à recourir à des faussaires pour s'assurer de ne pas être dupés par des copies falsifiées. Un autre aspect clé de cette rivalité réside dans les approches divergentes de la lecture et de l'analyse des textes. À Alexandrie, les pensionnaires du musée et de la bibliothèque sont reconnus pour leurs analyses grammaticales minutieuses, portant sur la forme et la structure des textes. À Pergame, en revanche, l'accent est mis davantage sur l'analyse du fond, cherchant à explorer le sens profond et les idées véhiculées par les écrits. Laissez-moi vous conter une période sombre dans l'histoire de notre vénérable bibliothèque d'Alexandrie, une période où la lumière du savoir semblait vaciller sous le souffle des vents de l'adversité. Vers 145 avant notre ère, Ptolémée VIII Évergète II, dans un geste aussi inattendu qu'impitoyable, décide d'expulser de notre cité les savants et philologues, ces gardiens du savoir. Parmi eux, des hommes et des femmes dont la vie était dédiée à l'étude et à la transmission des connaissances. Dans un tour encore plus surprenant, Ptolémée VIII confie la direction de la bibliothèque à un militaire, un membre du corps des lanciers nommé Sidas. Homme de guerre et non de lettres, son arrivée marque un tournant dans la gestion de notre temple du savoir. La situation devint telle, mes chers auditeurs, que pendant un temps, le cœur même de la bibliothèque ait cessé de battre, son fonctionnement interrompu par ce bouleversement.
Durant cette période troublée, des volumes précieux ont été emportés par les savants en exil et leurs disciples, tels des trésors sauvés des flammes de l'oubli. D'autres ont été perdus, victimes des pillages des miliciens ou de la négligence de ceux qui étaient censés les protéger. Curieusement, dans les textes que nous ont légués le médiéviste Tzetzès et un papyrus trouvé à Oxyrhynchus, une liste des bibliothécaires d'Alexandrie est mentionnée. Étrangement, deux de nos plus éminents bibliothécaires, Démétrio et Callimaque, n'y figurent pas, laissant planer un mystère sur leur véritable rôle et leur héritage. Jean Tzetzès était un érudit et poète byzantin qui a vécu au XIIe siècle après Jésus-Christ dans l'Empire byzantin, une période historique qualifiée de « Moyen-Âge médiéval », d'où le terme « médiéviste ». Tzetzès était particulièrement connu pour ses commentaires et ses travaux sur la littérature et la culture classique. Dans le contexte de la bibliothèque d'Alexandrie, Tzetzès est une source importante pour comprendre la liste et le rôle des bibliothécaires qui ont dirigé cette institution légendaire à travers les âges. Son travail est un exemple classique de la manière dont les érudits médiévaux ont préservé et transmis le savoir de l'Antiquité, jouant un rôle crucial dans la chaîne de transmission des connaissances vers les prochaines générations. Mais, comme toutes les nuits trouvent leur aube, la bibliothèque retrouva sa splendeur en 86 avant notre ère, après le sac d'Athènes par le général romain Sylla. Dans un geste ironique du destin, Sylla, en conquérant Athènes, a poussé de nombreux érudits athéniens à trouver refuge à Alexandrie. Ainsi, notre bibliothèque s'est vue revigorée par un nouvel afflux de savoir et de sagesse, retrouvant sa place en tant que phare du monde intellectuel. Après avoir exploré les rivalités et les rebondissements qui ont marqué l'histoire de notre illustre bibliothèque d'Alexandrie, il est temps de se plonger dans l'âme même de cette institution. Permettez-moi de vous guider à travers les couloirs du savoir et les chambres de l'innovation, où la science des bibliothèques a pris son essor. Nous entrons désormais dans un nouveau chapitre, que j'aimerais intituler « Alexandrie, berceau du savoir bibliothécaire ». Alexandrie, berceau du savoir bibliothécaire. Dans ce chapitre, nous allons découvrir la vie quotidienne au sein de la bibliothèque d'Alexandrie, où se mêlaient érudits, scribes et étudiants en quête de connaissances. Nous explorerons comment cette institution a non seulement préservé d'innombrables écrits anciens, mais a également révolutionné la manière de les organiser, de les étudier et de les diffuser. La science des bibliothèques, telle que nous la connaissons aujourd'hui, trouve ses racines dans les pratiques et innovations développées ici, à Alexandrie. Des systèmes de catalogage aux méthodes de conservation, chaque aspect de la gestion des livres a été raffiné et perfectionné dans ces murs. Laissez-moi vous narrer comment, sous le règne éclairé de Ptolémée Ier, notre bibliothèque d'Alexandrie devint bien plus qu'un simple sanctuaire de savoir. Financée généreusement par la maison royale, elle se transforma en un véritable havre pour l'esprit et l'âme des érudits. Entre ces murs, les scientifiques, poètes, critiques littéraires, écrivains, copistes, linguistes et autres esprits brillants, tous membres du Muséon, trouvaient refuge. Le Muséon d'Alexandrie était un centre de recherche et d'études, un lieu dédié aux muses, les déesses de l'inspiration artistique, scientifique et littéraire dans la mythologie grecque. Imaginez une vie libérée des fardeaux de l'impôt, du loyer, une vie dans laquelle les repas et un salaire symbolique vous sont assurés pour vous consacrer pleinement à la poursuite de la connaissance. Tel était le quotidien privilégié de ceux qui vivaient au cœur du Muséon. Ce mécénat royal n'avait pas seulement pour objectif d'offrir confort et sécurité, mais surtout de libérer les plus grands esprits de notre époque des distractions de la vie quotidienne, leur permettant ainsi de se plonger entièrement dans l'étude, la rédaction et l'enseignement. Chaque membre du Muséon était tenu de contribuer à ce sanctuaire du savoir. Ils devaient, non seulement, avancer dans leurs recherches personnelles, mais encore partager leur savoir à travers l'enseignement et les conférences. Ce partage de connaissances n'était pas une simple obligation, c'était le cœur battant de notre communauté intellectuelle. Dans les salles du Muséon, les idées foisonnaient et les débats animés résonnaient. Ici, la pensée n'était pas entravée par les chaînes de la nécessité matérielle, elle s'élevait libre et audacieuse, explorant les confins de l'univers, de l'âme humaine et des mystères de la nature. Laissez-moi vous éclairer sur le rôle du bibliothécaire en chef, une position de grand prestige et de responsabilité au sein de notre vénérable bibliothèque d'Alexandrie. Nommé par la cour royale, ce gardien du savoir exerçait ses fonctions à vie, une charge sacrée confiée à des érudits de renom qui avaient chacun apporté leur pierre à l'édifice de la connaissance. Parmi ces illustres savants, permettez-moi de vous parler de Zénodote d'Éphèse. En qualité de premier bibliothécaire en chef, Zénodote a accompli une tâche colossale, il fut le premier à établir une version faisant autorité des œuvres d'Homère, le grand poète de l'Antiquité. Mais, son génie ne s'arrêta pas là,
car il fut aussi le pionnier de l'organisation alphabétique des fonds de la bibliothèque, une innovation qui révolutionna la gestion des connaissances. Ensuite, vint Apollonios de Rhodes, dont le nom résonne encore aujourd'hui grâce à son poème épique, l'Argonautica. Cette œuvre, qui narre les aventures de Gésone et des Argonautes, est un trésor de notre littérature antique, un récit qui a captivé des générations de lecteurs. Quant à moi, Ératosthène, j'ai eu l'honneur d'apporter ma contribution à cette illustre lignée. Mon travail le plus connu est peut-être le calcul de la circonférence de la Terre et la création de la première carte du monde connu. Ces réalisations, loin d'être de simples prouesses intellectuelles, étaient des pierres angulaires dans notre quête perpétuelle de compréhension du monde qui nous entoure. Chaque bibliothécaire en chef d'Alexandrie a laissé une empreinte indélébile dans le sable du temps, contribuant, non seulement à la grandeur de notre bibliothèque, mais également à l'avancement de la connaissance humaine. Ces hommes étaient des visionnaires, des pionniers dont les œuvres et les idées ont traversé les âges, résonnant à travers l'histoire comme des échos de notre quête incessante de savoir. Au sein des murs de notre illustre bibliothèque d'Alexandrie, ce n'était pas seulement nous, les bibliothécaires, qui étions les gardiens du savoir. L'âme véritable de la bibliothèque battait au rythme des pas et des pensées de nombreux érudits célèbres, des hommes et des femmes dont les noms sont gravés dans le marbre de l'histoire. Parmi eux se trouvait le grand mathématicien Euclide, autour de 300 avant notre ère. Son œuvre, Les éléments, est un trésor de logique et de géométrie, une fondation sur laquelle s'est construite toute la science mathématique. Euclide était un maître de la clarté et de la rigueur, ses théorèmes et ses postulats formant le socle de la compréhension mathématique. Dans les salles de dissection, Hérophile, l'anatomiste, dévoilait les mystères du corps humain. Avec une précision inédite, il explorait les veines, les nerfs et les organes, posant les bases de l'anatomie moderne. Puis il y avait Archimède de Syracuse, un inventeur et ingénieur dont le génie n'a cessé d'émerveiller. Ses découvertes en physique, notamment le principe d'Archimède, et ses inventions, telles que la vis d'Archimède, ont profondément marqué le monde des sciences. Straton, le physicien, apportait également sa lumière, explorant les lois de la nature avec une curiosité insatiable. Denis le grammairien, quant à lui, s'immergeait dans le monde des mots, de la syntaxe et de la poésie, tandis qu'Istros, un élève du célèbre Callimaque, révolutionnait l'art de l'écriture et de la narration. Ces érudits, parmi tant d'autres, ne se contentaient pas de créer leurs propres œuvres. Ils avaient aussi à leur disposition des milliers d'autres textes, fruits de la politique d'acquisition ambitieuse des Ptolémées. Chaque livre, chaque rouleau apporté à la bibliothèque était une porte ouverte vers de nouveaux mondes, de nouvelles idées, enrichissant leur travail et leurs découvertes. Dans ce sanctuaire du savoir, chaque jour était une aventure, chaque conversation une révélation. Comme je vous ai conté, la passion des Ptolémées pour l'acquisition de livres était sans bornes, et leur ingéniosité pour enrichir notre collection à Alexandrie ne connaissait aucune limite. Prenons l'exemple de Ptolémée III, qui, dans un acte d'audace et de ruse, décida d'employer une somme colossale pour enrichir notre bibliothèque avec des œuvres inestimables. Le roi posa une caution exorbitante de 15 talents, imaginez une somme équivalente aujourd'hui à plus de 15 millions de dollars à Athènes. Son objectif ? Emprunter les manuscrits originaux des grands dramaturges grecs Échille, Euripide et Sophocle. Ces textes étaient des joyaux de la littérature antique, des sources de sagesse et de beauté artistique. Avec une promesse de les restituer, Ptolémée III fit copier ces précieux manuscrits sur du papyrus de la plus haute qualité. Mais, une fois les copies réalisées, il renvoya celles-ci à Athènes, gardant les originaux pour notre bibliothèque, et déclara aux Athéniens qu'ils pouvaient conserver la caution. Une ruse de guerre culturelle, pourrait-on dire. La politique d'acquisition agressive des Ptolémées fut imitée par les rois de la dynastie des Attalides, souverains de Pergame, dans leur quête pour bâtir une bibliothèque rivale à la nôtre. Sous le règne d'Eumène II, un affrontement silencieux, mais intense se jouait entre nos deux grandes cités. Ptolémée V, dans une tentative de freiner l'ascension de Pergame, interdit l'exportation de papyrus. Ce faisant, il ne fit qu'inciter les Pergamiens à innover, donnant naissance à l'industrie du parchemin. Le terme « parchemin » lui-même est un hommage à cette période de rivalité intellectuelle, dérivée du mot latin pergamena, qui signifie « papier de Pergame ». Le parchemin, plus durable et versatile que le papyrus, devint rapidement le matériau d'écriture privilégié dans de nombreuses régions du monde antique. Ainsi, chers auditeurs, chaque manœuvre dans cette lutte pour la suprématie culturelle ne faisait qu'ajouter des chapitres à notre histoire du savoir, tissant une toile complexe d'ingéniosité, de rivalité et de progrès. Imaginez, mes chers auditeurs,
un monde dans lequel la tradition orale est le principal vecteur de transmission du savoir, où les histoires, les leçons et les découvertes se transmettent de bouche à oreille. Dans la Grèce classique, cette méthode prévalait, les bibliothèques de l'époque n'étaient pas seulement des réservoirs de rouleaux et de livres, mais également des lieux vibrants où la lecture à voix haute animait les halls et les cours. Cependant, à Alexandrie, sous notre toit de pierre et de papyrus, un changement radical de paradigme s'opérait. Notre mission rassemblait l'ensemble des écrits du monde connu en un seul lieu, forgeait un nouveau monde où la référence écrite prenait le pas sur la tradition orale. Cette vision révolutionnaire de la conservation des connaissances ouvrait la voie à de nouveaux besoins et défis. Parmi ces défis, la classification des écrits était primordiale. Comment naviguer dans cette mer de textes? Comment trouver une œuvre spécifique dans ce labyrinthe de savoir? C'est ici que Callimaque, un des esprits les plus brillants d'Alexandrie, apporta une contribution fondamentale. Avec ses tables, il développa un système de classification des écrits, une véritable carte du territoire intellectuel, permettant aux chercheurs et érudits de trouver leur chemin à travers les vastes collections de la bibliothèque. Mais, la classification n'était que le début. La question de l'édition critique des textes se posait également avec acuité. Comment garantir l'authenticité et la précision des textes? Comment distinguer les originaux des copies, les œuvres authentiques des falsifications? Les travaux d'édition critique, menés avec rigueur et minutie, assuraient la fidélité et la pureté des connaissances transmises. Ainsi, la bibliothèque d'Alexandrie ne fut pas seulement un lieu de stockage de manuscrits. Elle était le cœur d'une révolution dans la conservation et la transmission du savoir, une institution où la parole écrite prenait une nouvelle dimension, où chaque rouleau et chaque livre étaient des témoins de la quête humaine pour la connaissance et la compréhension. Imaginez notre bibliothèque d'Alexandrie, en même temps comme un sanctuaire du savoir, et comme une véritable ruche bourdonnante d'activités intellectuelles. Notre objectif était ambitieux, faire d'Alexandrie la capitale intellectuelle du monde hellénistique. Pour cela, chaque document qui entrait dans notre possession devait être copié, édité, parfois même traduit. Au sein du musée, véritable cœur battant de notre institution, existait un atelier dans lequel des copistes, véritables artisans du mot, s'affairaient à reproduire les textes acquis. Mais, leur tâche ne s'arrêtait pas là, car à leur côté œuvraient des savants dédiés à l'édition et à la traduction de ces mêmes écrits. Dans ce creuset de culture, les documents étaient souvent traduits en grec, langue de la culture gréco-macédonienne que nous cherchions à valoriser. Face à la multitude de documents, souvent des versions différentes du même texte, provenant de diverses époques et origines, se posait un défi de taille: déterminer quelle version devait être lue et considérée comme référence. De nombreuses œuvres avaient été traduites à plusieurs reprises, perdant parfois en route des détails précieux, voire le sens originel, à cause de ponctuations modifiées ou de tournures de phrases alambiquées. Dans cette quête de la version la plus authentique, nos chercheurs se lancèrent dans une comparaison minutieuse des textes, s'efforçant de reconstruire les versions originales. Leur travail, empreint d'une éthique rigoureuse et d'un souci méticuleux du détail, a permis de préserver plusieurs textes antiques qui nous sont parvenus aujourd'hui. C'est grâce à eux que les écrits d'Homère, les tragédies grecques et divers traités spécialisés ont traversé les âges. C'est également à cette époque que naquit le concept de canon littéraire, un ensemble d'œuvres classiques jugées essentielles, qui doivent être préservées et élevées au rang de textes incontournables. Ce canon devint un modèle pour l'éducation lettrée de l'époque hellénistique et impériale, un héritage culturel précieux que nous avons transmis aux générations futures. Au sein des murs vénérables de notre bibliothèque d'Alexandrie, un autre chapitre fascinant de l'histoire intellectuelle prenait forme: la naissance de la critique littéraire. Imaginez des savants entourés d'une quantité inimaginable d'œuvres provenant de cultures et d'époques diverses. Face à cette richesse, ils se lancèrent dans la philologie, l'étude critique de ces textes, devenant ainsi des anthropologues de leur propre culture. Ils examinaient chaque œuvre non seulement pour son contenu, mais encore pour son contexte, sa langue et son influence. D'une certaine manière, c'est aussi dans notre bibliothèque qu'émergea le concept précurseur du dépôt légal. Cette politique, orchestrée non seulement par la bibliothèque, mais par l'État lui-même, revêtait une importance capitale. Chaque navire accostant dans notre port florissant était tenu de remettre ses livres à la bibliothèque. Nos copistes, travaillant sans relâche dans leurs ateliers, en faisaient alors des copies, restituant ces dernières aux propriétaires tout en intégrant les originaux dans notre collection grandissante. Considérez l'exemple des trésors du théâtre classique, les œuvres d'Échille, de Sophocle et d'Euripide prêtées par Athènes. Ptolémée III Évergète, dans un acte audacieux, choisit d'abandonner une caution substantielle de 15 talents d'or pour conserver ses précieux originaux.
Ces actions, bien que controversées, témoignent de notre quête inlassable pour rassembler le savoir. En complément, des envoyés spéciaux étaient déployés dans les grands marchés du bassin méditerranéen, chargés d'acquérir des documents rares ou significatifs pour notre collection. Ces acquisitions étaient ensuite traitées par un service dédié, qui les cataloguait selon la méthode minutieuse élaborée par Callimac. Chaque livre, chaque rouleau était soigneusement examiné, classé et intégré dans notre trésor de connaissances. Ainsi, la bibliothèque d'Alexandrie ne fut pas simplement un lieu de conservation passive. Elle était un organisme vivant, battant au rythme de la critique littéraire, de l'acquisition érudite et de la gestion savante du savoir. Un microcosme où le passé, le présent et l'avenir de la culture humaine se rencontraient et se mêlaient, tissant ensemble le riche tissu de notre héritage intellectuel. Après avoir parcouru les couloirs du savoir et exploré les merveilles de notre grande bibliothèque d'Alexandrie, il est temps de se tourner vers un chapitre plus sombre, mais tout aussi crucial de notre histoire. Nous allons maintenant plonger dans les événements qui ont conduit à la fin tragique de ce phare de la connaissance. Laissez-moi vous guider dans un récit à la fois mélancolique et instructif, un chapitre que j'intitulerai « Le crépuscule de la sagesse, la chute de la bibliothèque d'Alexandrie ». La chute de la bibliothèque d'Alexandrie. Dans ce chapitre, nous revivrons les moments qui ont marqué la fin de notre glorieuse institution. Nous explorerons les théories, les récits, et les mystères qui entourent la disparition de la bibliothèque d'Alexandrie. De l'incendie accidentel aux assauts délibérés, des négligences politiques aux changements culturels, chaque théorie apporte une pièce au puzzle de cette énigme historique. Permettez-moi de vous conduire à travers les brumes de l'incertitude qui entourent la fin de notre vénérable bibliothèque d'Alexandrie. Les sources sur sa destruction sont, hélas, aussi limitées que fragmentées, et les positions des historiens restent tranchées, chacun défendant sa propre version des événements. La triste réalité, mes chers auditeurs, est que vous n'avez, à ce jour, retrouvé aucune trace matérielle de la bibliothèque. Sa disparition reste donc enveloppée d'un voile de mystère, une énigme que ni les archéologues ni les historiens n'ont pu élucider. Cette absence de preuves tangibles complique la validation, l'infirmation ou même la corroboration des récits qui nous sont parvenus. Ces témoignages, transmis à travers les siècles, ont pu être altérés, mal compris ou interprétés de diverses manières. De plus, confrontés à la dégradation inévitable du temps, de nombreux documents, surtout ceux présents depuis les origines de la bibliothèque, se sont détériorés. L'étendue de cette dégradation, ainsi que l'existence et l'efficacité de quelconque restauration, demeurent des questions sans réponse. Dans les bibliothèques modernes, la préservation des ouvrages contre l'usure du temps est un défi constant, nécessitant des restaurations minutieuses. Mais, qu'en était-il dans notre bibliothèque ? Quels moyens avions-nous pour protéger et restaurer nos précieux rouleaux et livres ? En outre, la question de l'ancienneté et de la forme de ces documents reste un sujet de spéculation. Bien que le papyrus fût le support d'écriture dominant, rappelons-nous que d'autres cultures, comme les Sumériens, utilisaient des tablettes d'argile. Quelle diversité de supports notre collection abritait-elle ? Quel trésor de savoir avons-nous perdu dans les flammes de l'histoire ? Ainsi, mes amis, alors que nous réfléchissons sur le sort de notre bibliothèque, rappelons-nous que chaque fragment de connaissance, chaque page de l'histoire, est un bien précieux, vulnérable au passage impitoyable du temps et aux caprices de l'histoire humaine. En tant qu'Ératosthène, j'ai contemplé les étoiles et mesuré la terre. Pourtant, le mystère de la fin de notre bibliothèque d'Alexandrie reste pour moi, comme pour vous, une énigme enveloppée de voiles sombres. Laissez-moi vous confier mon propre regard sur cette tragédie, un regard teinté de la sagesse des siècles, mais également de l'incertitude des récits anciens. Imaginez, si vous le voulez, un crépuscule dans lequel la grande bibliothèque, ce phare de savoir, se dresse fièrement contre le ciel d'Alexandrie. Les échos de pas des savants résonnent encore dans ces couloirs, mais les ombres du changement se profilent à l'horizon. Des guerres, des conquêtes, des incendies accidentels ou des négligences politiques ? Quelle fut la véritable cause de sa chute ? Les récits varient, se contredisent, s'entremêlent comme les fils d'une tapisserie complexe et inachevée. Certains disent qu'elle a été victime des flammes lors du siège d'Alexandrie, consumée par le feu de la guerre. D'autres murmurent que c'est la négligence des Ptolémées, ou encore les décisions des conquérants qui ont scellé son sort. Ou peut-être est-ce la lente érosion du temps, l'oubli et le délaissement qui ont effacé sa grandeur. Mais au-delà de ces théories, je vous invite à envisager la bibliothèque d'Alexandrie non pas seulement comme un édifice de pierre et de papyrus, mais comme un symbole éternel du désir humain de savoir et de comprendre.
peut-être sa véritable essence ne réside-t-elle pas dans les murs qui l'abritaient, en revanche dans l'esprit de recherche, la soif de connaissance qu'elle a incarnée. Alors, chers auditeurs, je vous laisse le soin de choisir la version qui résonne le plus avec votre cœur et votre esprit. Car, bien que les pierres de la bibliothèque puissent avoir disparu, son héritage vit encore à travers chacun de nous, dans notre perpétuelle quête de la connaissance et de la compréhension. L'une des théories les plus discutées concernant la chute de notre bibliothèque d'Alexandrie, c'est celle qui nous transporte à l'époque tumultueuse de la guerre civile entre César et Pompée. Après la bataille de Pharsale en 48 avant notre ère, César, victorieux, poursuit Pompée jusqu'à Alexandrie, où il découvre que son rival a été assassiné sur ordre du jeune Ptolémée XIII. César s'engage alors dans un conflit avec Ptolémée, soutenant le parti de Cléopâtre VII dans sa lutte contre son frère. À l'issue de cette guerre, César détrône Ptolémée au profit de Cléopâtre et du plus jeune de ses frères. La rapportée par Plutarque, Suétone, un haut fonctionnaire romain, et Olugelius, magistrat, grammairien et compilateur latin, veut que les troupes de Jules César, en incendiant la flotte d'Alexandrie en 47 avant notre ère, aient provoqué un feu qui se serait propagé aux entrepôts voisins, détruisant ainsi une partie de la bibliothèque. Cependant, cette version est récemment contestée par Luciano Canfora, l'un des grands spécialistes contemporains italiens de l'Antiquité, qui souligne que des auteurs comme Cicéron, Strabon ou Lucain ne mentionnent pas cet incendie dans leurs œuvres. Dion Cassius, homme politique, consul et historien romain, quant à lui, parle bien d'un incendie, mais seulement des dépôts de blé et de livres, soit environ 40 000 rouleaux de papyrus, des copies destinées à l'exportation et entreposées au port et non dans la bibliothèque elle-même. Cette théorie suggère que l'incendie n'aurait pas touché la bibliothèque directement, mais plutôt un entrepôt situé à proximité du port. Les documents d'époque indiquent que la bibliothèque était encore en activité plusieurs décennies après l'expédition de César en Égypte. On estime que l'incendie et les conflits de cette période auraient entraîné la perte d'environ 40 000 à 70 000 rouleaux. En réponse à cette perte, une bibliothèque de 200 000 rouleaux fondée à Pergame par les Attalides aurait été sollicitée, de même que la bibliothèque du gymnase de Ptolémée, à Athènes. De plus, le fait que César ait lui-même construit une nouvelle bibliothèque, le Césaréum, à Alexandrie, semble affaiblir l'hypothèse de la destruction totale de notre collection. Ainsi, cette version des événements, bien que populaire, reste enveloppée de mystères et de controverses. Elle fait partie des nombreuses théories qui entourent le destin de notre bibliothèque, chacune apportant sa propre lumière, mais laissant également dans l'ombre des questions sans réponse. Alors que je vous parle des jours anciens, une autre théorie sur la disparition de notre chère bibliothèque d'Alexandrie émerge des profondeurs de l'histoire. Cette théorie nous transporte dans une époque où les conflits de primauté politique entre paganisme et christianisme façonnaient le destin des empires et des cités. Ces tensions croissantes entre le pouvoir impérial romain, encore fidèle aux anciennes divinités, et l'influence religieuse et politique grandissante des chrétiens, marquaient le début d'une ère de profonds bouleversements. L'une des figures clés de cette période est l'empereur Théodose, qui, par son édit en 391, ordonna la destruction des temples païens. Cet acte symbolisait un tournant décisif dans la lutte entre les anciennes croyances et le christianisme naissant. L'hypothèse avancée par certains auteurs, dont le poète Gérard de Nerval dans Les Filles du Feu, suggère que notre bibliothèque aurait pu disparaître lors de ces affrontements, tout comme le Sérapéum d'Alexandrie, détruit à l'initiative de l'évêque Théophile. Nerval évoque un tableau sombre de cette période, marqué par la destruction et la violence. Il mentionne notamment la tragique fin de la philosophe Hypatie, une figure emblématique du savoir antique, massacrée dans les rues d'Alexandrie par des fanatiques. Gustave Le Bon, dans La civilisation des Arabes, appuie cette hypothèse, décrivant une Alexandrie tourmentée par les querelles religieuses, culminant avec la destruction des temples, des statues et des livres païens par ordre de Théodose. Cependant, mes amis, il est important de noter que bien des détails de cette théorie restent flous et spéculatifs. Nous ne savons pas avec certitude combien de livres se trouvaient dans le Sérapéum au moment de sa destruction, ni même si notre bibliothèque était directement affectée. Les érudits contemporains de ces événements n'ont pas mentionné explicitement la perte de la bibliothèque dans leurs écrits. Ainsi, cette version des faits, bien qu'elle offre une perspective dramatique et poignante, reste enveloppée d'incertitudes. Elle fait partie des nombreuses couches d'histoire et de légendes qui entourent le destin de notre bibliothèque, ajoutant à son mystère et à sa légende. Une autre théorie sur la chute de notre bibliothèque est celle liée à la conquête arabe. Cette version de l'histoire, transmise par des voix telles que celle d'Abd al-Latif al-Baghdadi,
un historien arabe du XIIe siècle, et Ibn al-Kifti, suggère que la bibliothèque d'Alexandrie aurait été détruite en 642 sur ordre du calife Omar ibn al-Khattab, donné à son général Amr ibn Allah. Selon cette narration, les tensions entre le pouvoir impérial romain, encore imprégné du paganisme, et l'ascension politique et religieuse des chrétiens, auraient conduit à des affrontements destructeurs. Parmi eux, l'édit de Théodose en 391 aurait ordonné la destruction des temples païens, un acte qui aurait pu entraîner la disparition de notre bibliothèque, notamment le Sérapéum détruit par l'évêque Théophile d'Alexandrie. Pourtant, il faut noter que cette théorie est controversée. Les recherches soulignent le manque de preuves concrètes et d'écrits historiques corroborant cette version des faits. En effet, aucun historien, musulman ou chrétien, n'a mentionné explicitement la destruction de la bibliothèque entre le 7e et le 13e siècle. Des auteurs comme al-Baghdadi et Ibn al-Kifti auraient pu construire cette histoire pour des raisons politiques. Ibn Khaldoun, dans sa Muqaddimah au XIIIe siècle, reprend le récit en changeant le contexte. Il ne s'agit plus d'Alexandrie, mais de Ctésiphon en Irak, et le commandant de l'armée n'est plus Amr ibn Allah, mais Sadeh ibn Abi Waqqa. Cette histoire, bien que similaire, renforce l'idée d'une légende fabriquée. Des historiens comme Eusèbe Renaudot au XVIIIe siècle, Gustave Le Bon au XIXe siècle, et plusieurs autres chercheurs du XXe siècle, ont remis en question cette version de la destruction de la bibliothèque, le considérant plutôt comme une légende. Même Luciano Canfora, qui a initialement évoqué la destruction par les Arabes, a par la suite semblé pencher pour une disparition de la bibliothèque lors des conflits entre Aurélien et Zénobie de Palmyre au IIIe siècle. En conclusion, mes amis, bien que l'histoire de la fin de notre bibliothèque soit riche en récits et en hypothèses, la vérité demeure, à ce jour, aussi insaisissable que les sables du désert. Chaque théorie, chaque récit, apporte sa propre couleur au tableau de notre passé, mais laisse également place à l'interprétation et au mystère. Permettons-nous de naviguer encore plus loin dans le labyrinthe des théories entourant la fin de notre grande bibliothèque d'Alexandrie. Une version, peut-être plus obscure et discutée, nous emmène à l'époque de la conquête turque, une période marquée par des bouleversements et des transformations. Selon une hypothèse, peut-être erronée, introduite par Sprengel dans un article de l'Encyclopédie générale des sciences et des arts en 1819, notre bibliothèque, après avoir été détruite par les Arabes en 641, aurait été miraculeusement reconstituée par le calife al-Mutawakkil aux alentours de 845. Cette renaissance aurait été de courte durée, car elle aurait ensuite été à nouveau détruite, cette fois par les Turcs sous le commandement d'Ahmad ibn Touloun en 868. Il convient de noter que cette version des faits est probablement une confusion. Paul Casanova, éminent chercheur, suggère que cette histoire pourrait être une méprise avec un autre événement historique, le pillage de la bibliothèque du calife al-Mustansir Billah par ses mercenaires turcs au XIe siècle. Cette confusion entre les événements et les époques n'est pas rare dans les récits historiques, où les faits peuvent se tordre et se mélanger au fil des siècles. Cette théorie de la destruction turque de la bibliothèque, bien que fascinante, doit donc être considérée avec prudence. Elle fait partie des nombreuses légendes et récits qui entourent le destin de notre temple du savoir. Comme les étoiles dans le ciel nocturne, chaque théorie brille de sa propre lumière, mais laisse dans son sillage autant de questions que de réponses. Ainsi, mes chers auditeurs, nous voyons comment l'histoire de la bibliothèque d'Alexandrie se tisse, non seulement avec des faits, mais également avec des hypothèses, des légendes et des mystères. Dans ce grand récit, la vérité se mêle à la fiction, et chaque version apporte sa propre couleur à la riche mosaïque de notre passé. Dans le tourbillon des théories sur la disparition de notre bibliothèque d'Alexandrie, permettez-moi de vous présenter une perspective plus nuancée, celle d'un déclin progressif. Contrairement au récit dramatique d'une fin brutale, certaines sources suggèrent que notre temple du savoir n'a pas disparu soudainement, mais a plutôt connu une lente érosion au fil du temps. Il est vrai que l'apogée de la bibliothèque se situe au IIIe siècle avant notre ère, sous le règne des premiers Ptolémées, des souverains éclairés qui ont nourri son essor. Jusqu'au temps de Cléopâtre VII, dernier phare de la dynastie ptolémaïque, la bibliothèque a continué à exister, bien que peut-être avec moins de splendeur qu'au jour de sa gloire. Intéressant de noter, le musée d'Alexandrie, auquel notre bibliothèque était étroitement liée, était toujours présent. Ce fait suggère que la bibliothèque, en tant qu'institution, n'a pas subi une fermeture abrupte, mais plutôt un déclin graduel. Peut-être que les turbulences politiques, les changements sociaux et culturels, ou simplement la négligence et le manque de fonds ont contribué à ce déclin lent, mais inéluctable. Cette théorie du déclin progressif peint un tableau moins spectaculaire,
mais peut-être plus réaliste de la fin de notre bibliothèque. Elle invite à une réflexion sur la nature éphémère des grandes institutions, sur la façon dont même les plus grands bastions du savoir peuvent s'étioler face aux vents changeants de l'histoire. En tant qu'érudit qui a arpenté ces couloirs et étudié sous ces voûtes, je préfère penser que l'esprit de la bibliothèque a survécu bien au-delà de ses murs physiques. Peut-être que sa véritable essence réside dans l'héritage qu'elle a laissé, un héritage de curiosité, de recherche et de soif de connaissance qui continue d'inspirer des générations bien après que ses portes se soient refermées pour la dernière fois. Quoi qu'il en soit, le dernier directeur connu de la grande bibliothèque fut l'érudit et mathématicien Théon, père de la philosophe Hypatie, brutalement assassiné par une foule chrétienne à Alexandrie en 415 de notre ère. Sa disparition tragique marque, non seulement la fin d'une ère de savoir et d'érudition, mais également le début d'une période d'obscurantisme et de conflits religieux. Peut-être découvrirez-vous un jour, dans les déserts d'Égypte, des rouleaux de papyrus qui appartenaient autrefois à la grande bibliothèque. Ces parchemins perdus pourraient receler des secrets longtemps oubliés, des connaissances qui nous éclairent sur les mystères de notre passé. L'idée même que des fragments de notre illustre institution puissent encore exister, cachés sous les sables du temps, fait battre le cœur des archéologues et des historiens d'une passion renouvelée. De nombreux archéologues pensent que les bâtiments qui composaient jadis le légendaire lieu de savoir de l'Alexandrie antique, s'ils ne sont pas ensevelis sous la métropole moderne, pourraient encore survivre relativement intacts quelque part dans la partie nord-est de la ville. Quelle découverte extraordinaire ce serait de retrouver ces vestiges, témoins silencieux de l'âge d'or de la connaissance et de la sagesse. Imaginez, une équipe d'archéologues, poussée par la curiosité et la soif de découverte, dévoilant peu à peu les murs et les colonnades de notre bibliothèque. Chaque pierre, chaque fragment de papyrus, serait un morceau de l'histoire, une fenêtre ouverte sur un monde oublié, un monde dans lequel le savoir était le bien le plus précieux. Et, si, un jour, ces rêves d'archéologues devenaient réalité? Si, parmi les sables et les ruines, vous pouviez retrouver les échos de notre passé glorieux? Cela vous rappellerait que, même dans les ténèbres de l'oubli, la lumière du savoir ne s'éteint jamais complètement. Moi, Ératosthène, en qualité de témoin d'un âge révolu, je vous donne maintenant ma variante des événements. Permettez-moi de vous conter la disparition de notre bibliothèque d'Alexandrie, non pas comme un événement soudain, mais comme le résultat d'un déclin progressif, tissé dans le grand tapis de l'histoire humaine. Imaginez notre bibliothèque non comme un édifice détruit en un instant, mais plutôt comme un phare de sagesse qui s'est lentement estompé, érodé par les changements historiques et religieux. Au fil des siècles, la bibliothèque a résisté aux tempêtes de l'histoire, aux conflits politiques et aux bouleversements religieux. Mais, comme les pages d'un vieux livre, elle s'est lentement effritée sous le poids du temps et de l'oubli. Pourtant, dans chaque coin de ces salles silencieuses, dans chaque rouleau de papyrus, résidait un morceau de l'histoire humaine, une étincelle de la connaissance qui a éclairé les chemins de nombreux chercheurs. Mes chers auditeurs, laissez-moi vous dire ceci, bien que notre bibliothèque ait disparu des yeux du monde, ces trésors ne sont pas perdus à jamais. Je crois fermement qu'un jour, peut-être dans un avenir pas si lointain, vous redécouvrirez les merveilles enfouies de ce temple de sagesse. Et, ce jour-là, une nouvelle lumière brillera sur tout ce que vous savez, offrant une compréhension renouvelée et plus profonde de votre passé et peut-être même de votre avenir. Imaginez les secrets encore cachés, les connaissances fantastiques et insoupçonnées qui sommeillent sous les sables d'Égypte. Peut-être découvrirez-vous des théories perdues sur l'univers, des écrits inédits de philosophes oubliés, ou même des cartes de mondes inexplorés. Ces découvertes pourraient non seulement réécrire l'histoire, mais également élargir votre compréhension de la science, de la médecine, de l'astronomie, et bien plus encore. Ainsi, alors que vous contemplez la disparition de la grande bibliothèque d'Alexandrie, gardez espoir. L'histoire n'a pas encore révélé tous ses secrets et les pages perdues de notre passé attendent d'être redécouvertes. Comme les étoiles dans le ciel nocturne guident les voyageurs perdus, les connaissances enfouies de la bibliothèque pourraient un jour guider l'humanité vers de nouvelles frontières de compréhension et de découverte. Mes chers auditeurs, alors que nous arrivons au terme de notre voyage à travers les âges, je tiens à vous remercier d'avoir partagé avec moi ces moments précieux. Ensemble, nous avons traversé les couloirs du temps, exploré les mystères de notre vénérable bibliothèque d'Alexandrie, et contemplé les étoiles de connaissances qui illuminent encore notre quête de sagesse. Moi, Ératosthène, j'ai été le témoin de l'aube de la science, de l'épanouissement de la pensée, et du crépuscule de l'un des plus grands temples du savoir. Mais, je vous assure que, bien que notre bibliothèque ait disparu des yeux du monde, son esprit demeure vivant dans chacun de vous. Chaque question que vous posez,
chaque réponse que vous cherchez, chaque émerveillement devant les mystères de l'univers, est un hommage à l'héritage de notre bibliothèque. Je vous quitte maintenant, mais je vous laisse avec un message d'espoir et d'inspiration. Puissiez-vous continuer à chercher, à apprendre et à vous émerveiller. Gardez vivante la flamme de la curiosité, car c'est elle qui éclaire le chemin de l'humanité vers de plus grandes découvertes. Et, souvenez-vous, mes amis, que dans les pages de l'histoire, tout comme dans les étoiles du ciel, réside une lumière éternelle, un guide pour les générations futures. Que votre quête de savoir soit aussi vaste que les sables d'Égypte et aussi profonde que les mystères de l'univers. Adieu, chers auditeurs. Que vos cœurs et vos esprits soient toujours éclairés par la lumière de la connaissance et de la sagesse.